Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent. Bref, pour tout le monde, c'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, t'es sage-femme depuis plus de 10 ans, engagée, l'autrice de plein d'ouvrages sur la santé des femmes et la maternité. Tu viens d'ailleurs de sortir Tout sur les bébés aux éditions Flammarion Jeunesse. C'est une bande dessinée qui s'adresse aux enfants qui seraient susceptibles de vous demander comment on fait les bébés et auxquels vous n'avez pas envie de parler de rose et de chou. Voilà. Exactement. Et je réponds pas qu'à cette question. Mais en fait, on parle pas tant des bébés, et donc je trouve ça intéressant. Moi, j'aime beaucoup parler des bébés. En fait, c'est une population qu'on connaît mal, sur laquelle on a plein d'a priori. Donc, je me fais grande défenseuse des bébés. Aujourd'hui, on va en parler justement des bébés, parce qu'on vous propose un épisode sur la prématurité. Anna, je sais que c'est un sujet douloureux et sensible pour certaines personnes. C'est pas pour ça qu'il faut pas en parler. J'avais quasiment hésité à commencer l'épisode par une sorte de trigger warning en disant voilà, ça peut être un sujet qui remue, mais j'ose espérer qu'on donne des clés pour que ce soit possible d'écouter cet épisode et de comprendre ce que ça a fait de le vivre. Oui, et c'est important pour celles et ceux qui le vivent et aussi pour celles et ceux qui vont être autour des parents qui vivent ça. Donc pour en fait beaucoup de gens. Moi, je pense que c'est aussi très important que les entourages, familial, amical, même professionnels, etc., écoutent cet épisode parce qu'on ne peut pas s'imaginer ce que ça veut dire, tout ça. Il faut peut-être juste se mettre dans des bonnes conditions d'écoute. Oui. Déjà, Anna, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un bébé prématuré ? Un bébé prématuré, c'est extrêmement simple. C'est un bébé qui va naître avant 37 semaines d'aménorrhée. Donc, par exemple, si moi, on m'a dit que ma date d'accouchement, c'était le 15 novembre, eh bien, si j'accouche avant le 15 octobre, alors c'est que j'accouche prématurément. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est pas pile un mois, mais vous avez, je pense, compris le principe. Et ça concerne quand même, c'est assez important, 7% des naissances en France. Et donc, ça représente 55 000 environ enfants qui naissent chaque année prématurés. Est-ce qu'il y a plusieurs types de prématurité ? Est-ce qu'on les classe en fonction, je sais pas, de la date de prématurité ? Et oui, parce qu'en fait, la prématurité, c'est pas que ça veut rien dire, mais presque. C'est que selon le stade de la prématurité, ça recoupe des réalités qui sont quand même extrêmement différentes pour les enfants qui naissent prématurément et pour leurs parents. Et donc, on parle de très grande prématurité avant 28 semaines, c'est-à-dire grosso modo, il faut imaginer que c'est en dessous de 6 mois de grossesse. Alors, je pourrais parler de stades plus précoces encore, mais dans la littérature, il n'est pas documenté que les enfants survivent avant 22 semaines, en tout cas. Voilà, ça n'existe pas, ou alors de façon vraiment exceptionnelle. Ensuite, vous avez la grande prématurité, ça c'est entre 28 et 32 semaines d'aménorrhée. Grosso modo, c'est 6-7 mois. Et ensuite, la prématurité moyenne, beaucoup plus rassurante, entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 7-8 mois de grossesse. Elle est beaucoup plus rassurante parce qu'à ce stade-là de prématurité moyenne, il y a moins de danger, que ce soit pour le bébé ou pour la mère. Oui, plus on avance dans la grossesse, plus la maturité des enfants à naître devient grande et plus ils sont capables de résister facilement à la vie extérieure et plus tous leurs organes sont matures, en fait. C'est pour ça que ça recoupe des réalités tellement différentes que c'est très compliqué de parler de la prématurité. Ça dépend vraiment des enfants et des contextes dans lesquels ils naissent. Prématurité, c'est vraiment une expression qui est hyper littérale, c'est-à-dire que on parle de prématurité parce que le stade d'avancement de la croissance du bébé est pas suffisant. C'est pour ça qu'on utilise ce mot-là. Exactement. Alors déjà, ça, c'est pas très bien documenté en réalité. On sait qu'une grossesse dure à peu près 9 mois. Déjà, on n'est pas tous d'accord sur exactement combien de temps. Ça, on est tous d'accord pour dire qu'en dessous de 37 semaines, c'est-à-dire un mois avant la date du terme, effectivement, les bébés ne sont pas assez matures. Et c'est pour ça qu'on parle de prématurité pour résister à la vie extérieure. On ne se rend pas compte, mais le chambardement que représente une naissance pour un bébé, de passer de la vie intra-utérine à la vie extra-utérine, c'est considérable. Et donc, il faut être armé. Et c'est vrai que ces petits minous qui naissent avant, eh bien, ils ont une immaturité digestive, une immaturité cérébrale, une immaturité, etc., etc. On va en reparler. Il faut quand même dire d'emblée de jeu que, en fait, dans plein de cas, on ne saura pas dire pourquoi il y a eu cet accouchement prématuré. Ça, c'est très bizarre pour les gens et souvent, ils aiment qu'on ait une cause, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir leur donner de cause. Alors, c'est vrai, il y a des choses qui reviennent. Par exemple, on sait que dans 20% des naissances prématurées, c'est parce qu'il y a eu une hypertension artérielle, souvent compliquée de prééclampsie chez la mère. Ça, c'est vrai. Il peut y avoir certaines infections, il peut y avoir un placenta qui est mal placé, il peut y avoir des grossesses multiples. Les grossesses multiples, ça, c'est intéressant d'avoir le chiffre. Vous avez 52,6% de prématurité.
alors que pour un seul bébé, c'est 5,5. Donc, c'est des différences considérables. Vous avez des conditions socio-économiques défavorables, vous avez le tabac, vous avez plein de choses. Mais aussi, dans plein de cas, en fait, c'est une femme qui se met à contracter et qui accouche. Et on ne sait pas pourquoi. J'imagine que tu nous dis ça parce qu'il y a une culpabilité énorme chez les mères qui accouchent de bébés prématurés. Ça, c'est terrible. Vraiment, les femmes qui accouchent prématurément, je ne crois pas que j'en ai croisé une seule qui n'était pas éreintée par la culpabilité. C'est terrible, hein. Et qui refont le film 20 fois, 100 fois, enfin, jusqu'à l'épuisement, de se dire « mais qu'est-ce que j'aurais dû faire ?» Mais en même temps, c'est compliqué parce que souvent, ce sont des jeunes femmes, évidemment, qui ont des enfants, et donc c'est peut-être la première fois qu'on est trahi par la nature. Souvent, on n'a pas eu ou peu de deuil dans sa famille, on a éprouvé moins de difficultés que quelqu'un d'âgé, et donc c'est un peu la première grande trahison de la nature et de la vie. Et donc c'est vrai que c'est dur à avaler quand on n'a pas de cause extérieure. Mais bon, on va revoir ça dans l'épisode, mais hors de question de culpabiliser, quoi, même si ça sert à rien que je dise ça, mais quand même. Ça va être quoi les risques pour l'enfant de naître de manière prématurée ? Ce sont des risques vitaux. Alors c'est pas drôle de parler de ça, mais pourtant c'est la vérité. Ça va quand même dépendre grandement du stade de prématurité. Et là, les chiffres sont terribles. On estime que la mortalité des enfants prématurés, elle est de 60 à 70% pour les très grands prématurés. Et qu'à l'inverse, elle est de 1% pour un enfant qui va naître entre 35 et 36 semaines aménorrhée. Donc on voit que ça n'a rien à voir. Et ça, c'est toujours parce que plus on est tôt dans la grossesse, plus le cerveau, plus le tube digestif, plus le système cardiovasculaire et plus le système immunitaire sont immatures et fragiles. Et donc, c'est vrai que c'est des bébés, quand ils naissent, les très grands prématurés, ils sont vraiment comme sur un fil, quoi. Ils sont entre deux mondes. Alors, la médecine française, je ne peux pas parler des autres pays, mais la médecine française est très forte. On a fait des progrès absolument considérables. Mais malgré ça, la mort fait pour le coup partie de ce sujet de la très grande prématurité. On ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Et quand une femme va accoucher d'un bébé très prématuré, elle va pas savoir tout de suite si son bébé, on va dire, est viable ou non. Alors, dans les expériences que j'ai, moi je ne suis pas pédiatre, mais c'est vrai que j'ai quand même accompagné beaucoup de naissances prématurées. Les pédiatres, c'est vrai, dans les très grands prématurés, c'est terrible parce qu'en fait, ils donnent souvent une ouverture sur les 12 prochaines heures. C'est vraiment petit pas après petit pas. Et ils disent, voilà, moi je pense que dans les 12 prochaines heures, votre enfant va mourir, ne pas mourir. Donc c'est terrible parce que c'est à la fois la vie de cet enfant qui est suspendu à un fil, mais du coup aussi la vie des parents qui sont dans une espèce d'entre-deux qui est difficile. Mais attention, là je reprécise que je parle bien d'enfants très 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 prématurés. Bien sûr, assez rapidement en fait, dès que les enfants sont plus grands, c'est pas du tout ça dont il s'agit. Mais c'est vrai que la très grande prématurité est très impressionnante pour ça. C'est comme si la Terre s'arrêtait de tourner, quoi. Vraiment. L'horizon n'est plus que de 12 heures, c'est absolument terrible. 12 heures par 12 heures. On va 12 leur heures donner par des 12 heures nouvelles. ou 24 heures par 24 heures. Alors parfois, quand on est très rassuré, on s'avance. On va dire ça, c'est super encourageant, etc. Mais on sait que parfois, il y a des revirements assez étonnants. C'est extrêmement dur à vivre. Sans compter, malgré la bienveillance, les équipes qui sont quand même remarquables. Moi, je rends hommage aux puéricultrices en particulier, aux aides-soignantes, tout ça, qui font un travail mais de folie. Malgré tout ça, ça va être quand même très, 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 très dur à vivre. Dans le cas d'un très grand prématuré, est-ce qu'on peut imaginer un parcours un peu classique, c'est-à-dire que il va y avoir un accouchement compliqué, la plupart du temps, j'imagine. Pas forcément. Alors, ça peut être une césarienne ou un accouchement voix basse. L'accouchement en lui-même n'est pas forcément ce qu'il y a de plus compliqué. Quelque part, nous, sages-femmes, obstétriciens, on assure la partie la plus facile du travail. Ça commence plutôt dès les premières minutes de vie. Et donc, c'est une prise en charge qui est assurée par des pédiatres qui sont réanimateurs, spécialisés. Idéalement, il faut accoucher dans une maternité de type 3. Souvent, c'est mieux quand une femme peut accoucher dans un hôpital qui est équipé d'une unité de réanimologie. Et c'est tout de suite des soins qui sont extrêmement lourds. Et c'est impressionnant, j'imagine. C'est-à-dire que c'est un tout petit bébé avec plein de tubes, C'est très, très impressionnant, puisque c'est même impressionnant pour quelqu'un comme moi qui a à peu près tout vu, tout vécu. Ça reste toujours impressionnant de voir ces petits êtres humains si vulnérables, si fragiles. Ils ont souvent la peau assez rouge et ils sont effectivement désarmants parce qu'ils sont tout petits et qu'évidemment, ne serait-ce que quand on les voit, on se fait forcément du souci pour eux parce qu'il y a des poids. C'est toujours plus de 500 grammes, mais il faut imaginer, quand c'est 800, 900, c'est des tout petits minous, quoi. Donc c'est très impressionnant, et pour les parents, et pour les soignants même encore, je crois.
Les premières semaines d'un bébé très prématuré, ça va être des semaines, voire des mois, dans une couveuse, de soins. Qu'est-ce qu'il faut qu'on se représente si on n'a jamais vécu une situation comme ça? Alors, les bébés, quand ils sont très prématurés, hein, pas au-delà d'un certain terme, mais effectivement, ils sont placés dans des couveuses parce qu'ils ont du mal à réguler leur température eux-mêmes. Donc, ils sont placés dans ça ressemble à une boîte en plastique, hein, avec, bien sûr, ils sont branchés, c'est-à-dire qu'en permanence, on regarde la façon dont ils respirent, dans la façon dont leur cœur bat. C'est des univers qui ressemblent, quand on ne connaît pas, à un univers presque de l'espace. Il y a des lumières bleutées, il y a un nombre de machines incalculable, il y a des gens qui passent, qui repassent, etc. Donc, il y a des fils, il y a des traitements, il faut les nourrir, ces bébés. Ils ont souvent une sonde nasogastrique ou alors on les nourrit directement par les veines. Souvent, un dispositif pour les aider à respirer. Soit ils sont intubés, soit ils ont ce qu'on appelle une CPAP. Enfin, c'est des termes pour dire que, en tout cas, on les aide à respirer. Donc oui, c'est très impressionnant. Et ce qui est très important, ça, il faut que les parents le sachent, c'est que plus les parents sont présents près d'eux, et mieux ils vont. Vraiment, c'est considérable. Et parfois, c'est ça qui est compliqué, c'est que la vie des parents est scalée. Et c'est parfois compliqué quand on a des premiers enfants à la maison, quand on est seul, etc. Plus on assure une présence constante, et mieux ils vont se porter. Accoucher d'un bébé prématuré, est-ce que ça pose des risques pour la santé de la mère? Alors, pour la santé physique, en tout cas pas spécialement, parce que souvent, alors même si c'est une hypertension, une prééclampsie qui a causé la naissance, souvent le traitement c'est l'accouchement. S'il y a une infection, on sait les soigner, etc. Donc souvent, pour la santé physique de la mère, logiquement, pas de risque. Alors après, il peut y avoir effectivement une cause qu'on retrouve, c'est-à-dire une béance du col, etc. Il faudra peut-être faire des examens, mais en général, pas de risque pour la santé physique. Par contre, et c'est un peu moins drôle, pour la santé mentale, oui. Je sais qu'on ne parle pas beaucoup de ça en France, mais il faut en parler. C'est quand même des parcours de soins tellement difficiles que, quand même, il faut faire attention à l'anxiété, à la dépression. Et là, heureusement, il y a des psychologues qui sont attachés dans ces services. Et il faut vraiment pas avoir peur d'aller les voir. Je rappelle, et je rappellerai 1000 fois, mes psychologues, psychiatres, c'est pas parce qu'on est fou, pas du tout. Donc, abusez-en. Vraiment, ça, c'est le truc, abusez-en. Et d'autant plus que le vécu entre les deux parents peut être très, très différent. Donc, c'est hyper important d'être suivi et l'un et l'autre, et parfois les deux, d'avoir chacun un espace. Est-ce que les femmes qui ont accouché de bébés prématurés, elles sont plus susceptibles de faire des dépressions du postpartum? Absolument, ouais, absolument. Et puis parce qu'en fait aussi, la mise en place du lien, elle est beaucoup plus complexe parce qu'on n'est pas dans son intimité, on n'est pas chez soi, on peut pas regarder, toucher son bébé à sa guise. Alors bien sûr, et ça c'est vrai, les équipes font vraiment ce qu'elles peuvent pour favoriser le lien, mais enfin, ça reste un bébé qui est quand même beaucoup en couveuse et qui a des soins, etc., qui est tout petit. C'est très loin parce que souvent, les femmes enceintes, on se représente un bébé imaginaire. Et d'ailleurs, même quand on voit sur une naissance à terme, le décalage entre le bébé imaginaire et le bébé qu'on a est parfois un peu, étonnant. Et là, le décalage est encore plus grand. Et donc, il peut y avoir des difficultés dans la mise en place du lien. Et là, moi, je le redis là encore, il faut vraiment pas avoir peur de les aimer. Souvent, il y a des parents qui se retirent de la relation parce qu'ils ont tellement peur de souffrir, parce que les pédiatres leur disent, voilà, je vous donnerai pas d'issue au-delà de 24 heures. Et donc, les parents, pour se sauver psychiquement, disent, OK, mais dans ce cas-là, moi, je rentre pas dans le lien. Alors, ils se le disent pas comme ça, mais c'est comme ça que ça se traduit. Et là, je leur dis, non, allez-y à fond dans l'amour, parce que de toute façon, ça, malheureusement, c'est pas ça qui vous évitera de souffrir. À un moment, j'ai cru un peu ça. Dans ma pratique au début, je me suis dit, oui, les parents ont raison de se désinvestir, ça évite la souffrance. En fait, malheureusement, pas du tout. Je dirais même que c'est pire. Donc, allez-y à fond dans le lien, et puis on verra bien, de toute façon. Ça doit faire si peur, en fait. C'est juste des gens terrifiés, quoi. Il y a des gens qui vivent ce genre de situation plus ou moins bien, mais c'est terrifiant. Moi, là, tu vois, d'en parler, j'ai la chair de poule de penser à certaines histoires qui sont là actuellement et d'autres histoires passées. Oui, c'est terrifiant. Toi, en tant que soignante, tu leur dis quoi à ces femmes-là? Tu leur dis quoi aux parents? Moi, j'assure. Alors souvent, donc c'est des femmes, soit que j'ai été donc là pour l'accouchement, soit je les suis en libéral pendant. J'assure une permanence téléphonique en fait. Et l'idée, c'est d'être un petit phare, un tout petit phare dans la nuit, mais qu'elles aient au moins un espace de dialogue où elles puissent parler, parce que ça, c'est important, qu'elles puissent parler de tout ce qui leur arrive, des émotions qui les traversent, etc. Mais moi, je leur dis d'aller à fond dans le lien. Ça, c'est vraiment, je leur dis, n'ayez pas peur. Mais après, quand même, je voudrais dire quelque chose de positif, c'est que dans l'immense majorité des cas, ça se passe très bien, avec des enfants qui vont très bien. Enfin, non, il y a 70% de morts. Dans des stades très, très précoces. Ça, c'est pas la majorité des naissances prématurées. La grande majorité des naissances prématurées, c'est un stade plus tardif. Donc là, évidemment, moi, dans mon cœur de sage-femme, j'ai les souvenirs qui remontent. Ce sont ceux les plus difficiles. Mais j'ai presque oublié tous les prémas, et il y en a eu des tonnes, qui vont très bien et qui, voilà. Il faut vraiment... je veux pas faire un tableau trop noir.
Là, on parle de la très grande prématurité, mais il n'y a pas que la très grande prématurité. Au début, tu parlais des causes de la prématurité en expliquant que les causes, elles pouvaient être multiples et que la plupart du temps, on ne savait pas vraiment ce qui causait une prématurité. Mais est-ce que on peut imaginer d'essayer de l'éviter au maximum, cette prématurité? Oui, je dirais plusieurs choses. La première, c'est que je réinsiste, je rabâche les oreilles, il faut se faire suivre médicalement sérieusement. Il y a des consultations qui sont prévues, des examens qui sont prévus. Même si vous avez l'impression que c'est hyper médicalisé, en fait, on a des idées derrière la tête quand on fait ces examens, qu'on les prescrit, etc. Et donc, vraiment bien faire suivre sa grossesse. La deuxième chose, et ça, c'est très peu connu, c'est que si vous avez des pertes vaginales, c'est une cause de prématurité, la vaginose. Ça peut paraître bizarre, mais c'est aussi bête que ça. La vaginose, c'est une infection bactérienne du vagin. Et ça peut causer vraiment des naissances prématurées. C'est pas une blague. Et donc, si vous avez des pertes vertes, grises, cheloues, qui puent, bizarres, quand on est enceinte, on peut pas laisser traîner. En plus, c'est simple comme bonjour. Télécon, si vous n'avez pas le temps de prendre rendez-vous ou d'aller voir votre sage-femme en plus que d'habitude, téléconsultation, ça prend 2 secondes sur un site que vous connaissez. Vous prenez téléconsultation, vous prescrivez le prélèvement vaginal, vous allez au laboratoire et tout de suite, on est fixé. Et s'il y a, alors antibiotique direct. Troisième chose, là j'insiste, on sait que par exemple les femmes cadres ont 2 fois moins de chances d'accoucher prématurément que les femmes qui sont ouvrières par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand même les conditions de travail difficiles, c'est vraiment un vecteur de prématurité. Et là j'insiste, si vous êtes vendeuse, si vous êtes caissière, si vous êtes aide-soignante, si vous êtes sage-femme, si vous êtes infirmière, tous ces métiers qui sont extrêmement durs physiquement, en fait on ne peut pas mener 1000 combats de front. Et donc, il faut vraiment avoir l'arrêt de travail très facile. Ça veut donc dire que si vous êtes crevé, que votre sage-femme, votre médecin refuse de vous arrêter, il faut en trouver un autre. 2 fois plus, c'est quand même assez dingue. Ça, ces chiffres-là, ils devraient plus nous alerter. Je comprends pas qu'on puisse laisser des femmes enceintes travailler des fois dans des conditions mais absolument atroces. Si on est assise devant un bureau toute la journée, évidemment, je dis pas que le stress, c'est pas important, mais c'est quand même pas pareil que de courir comme un lapin de Garenne, comme une sage-femme pendant 12 heures. Et puis bien Sauf que sûr, c'est hyper dur les arrêts maladie quand t'as une profession libérale. C'est juste ça, quoi. alors oui, Enfin, bah oui, tu bien perds sûr. en argent, quoi. Ah bah bien sûr. Et puis la dernière chose, bon, arrêtez de fumer. J'arrête pas de vous le dire, mais il faut arrêter de fumer, arrêter de consommer des toxiques. Donc vraiment, ça c'est important, parce qu'on sait que ça augmente le taux de prématurité de fumer, donc il faut pas fumer. Alors attends, une fois que j'ai dit ça, vous faites aider, etc. Moi, je sais quelque chose que l'addiction au tabac, c'est pas chose aisée, donc bien sûr on se fait aider. On va le répéter, histoire d'être sûr que tout le monde l'ait entendu. Il n'y a pas de responsabilité de la mère dans la prématurité d'une naissance. Non. Non, vraiment non. C'est-à-dire que moi, je me rappelle d'une femme, je prends le cas qui est presque le plus difficile. Je me rappelle d'une femme qui avait fumé comme un pompier et qui avait accouché très prématurément et qui était, mais c'est pas défaite, elle arrivait même plus à se regarder dans le miroir. D'abord, je tiens à dire à ces femmes qu'il y a des femmes qui fument comme des pompiers et qui n'accouchent pas prématurément, la première chose, et qu'en plus, son addiction au tabac, elle n'en était pas joyeuse, ce n'était pas une joie pour elle, c'était un asservissement. Donc en fait, même dans ce cas-là où ça paraît effectivement, on peut dire que la mère est responsable, en fait, elle n'est responsable de rien. Donc non, vraiment, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Vraiment, vous n'y êtes pour rien. Vous êtes victime. Vous êtes victime de ce qui vous arrive. Ça, pour le coup, alors je dis pas qu'il faut se victimiser, mais de fait, c'est quand même un accident de la vie extrêmement terrible d'accoucher prématurément. Donc, si vous êtes quelque chose, vous êtes victime, vous n'êtes pas coupable. Aujourd'hui, c'est un épisode, on va dire, introductif. On ne peut pas rentrer dans tous les détails. Mais mettons que le bébé s'en sort. Le scénario optimiste, c'est-à-dire que ça va mieux. Comment ça se passe au niveau de la mère, au niveau des parents? Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer que le bébé il ait la meilleure santé possible malgré le fait qu'il ait été accouché prématurément? Alors, je répète, dans l'immense majorité des cas, les bébés survivent et survivent très bien et voilà, sans problème particulier. Il y a un truc, là ça va pas plaire à certaines femmes que je le dise, mais je le dis quand même parce que je l'assume. Il se trouve que là vraiment, c'est un cas où moi je conseille l'allaitement. Plus. Et alors, c'est un cas où c'est particulièrement compliqué parce qu'en fait, c'est des bébés qui sont pas capables d'être nourris au sein dès le départ, donc ça veut dire qu'il va falloir tirer son lait. Alors, vous verrez dans les détails avec une puéricultrice ou une sage-femme, mais ça veut dire qu'il faut tirer son lait toutes les 3 heures, jour et nuit. Donc, pendant que le bébé il est prématuré? Voilà, c'est-à-dire que vous avez votre bébé en couveuse, vous êtes dans ce stress, on a parlé du stress, de la difficulté, etc. Et pourtant, là, je pense vraiment que c'est important. D'ailleurs, alors dans les unités de réanimation néonatale, d'ailleurs, on fait venir ce qu'on appelle du lait de femme, c'est-à-dire qu'il y a des lactariums qui récoltent le lait. Si vous avez du lait, n'hésitez pas à le donner au lactarium. D'ailleurs, je le répète, c'est super. Lactarium, vous tapez lactarium avec la ville où vous êtes. Donnez votre lait si c'est possible.
Parce que c'est vraiment un élément vital, pour le coup, c'est comme un médicament. Et donc, ça favorise l'attachement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé la période difficile d'hospitalisation, qu'on peut mettre le bébé au sein, ça va aller venir réparer, remettre du baume sur quelque chose qui a été très difficile. Donc, moi, vraiment, avec toute l'expérience que j'ai aujourd'hui, vraiment, faites-vous chier à vous réveiller toutes les 3 heures la nuit et tirer votre lait. Sauf si, bien sûr, il y a des contre-indications. Sauf si vraiment, c'est pas possible pour vous, pour X ou Y raison. Voilà. Et après, il y a plein d'autres choses. Suivi psychologique pour vous. Et puis après, le bébé va être extrêmement suivi, c'est sans dire. Il y a toute la durée de l'hospitalisation. Et après, ils sont suivis dans des unités particulières qu'on appelle les CAMS, où un peu tous les soins vont être centralisés. Et ça, c'est un truc quand même qui me rend hystérique, c'est que quand on a un bébé né très très prématurément, les pédiatres ont raison, d'ailleurs c'est leur métier, les pédiatres réanimateurs de néonatologie et tout ça, disent souvent qu'il faut éviter la collectivité pendant 1 an. But, que le congé maternité étant de 2 mois et demi, il y a quand même un hiatus social. Il n'y a pas d'allongement du congé maternité. Non, c'est-à-dire qu'en fait, tu as ton congé maternité effectivement jusqu'à la date du terme présumé. Donc, allez, si tu as accouché 3 mois avant, bon, bah, effectivement, tu as 3 mois plus tes 2 mois et demi, ça te fait 5 mois et demi. Mais après, à 5 mois et demi, tu fais quoi ? C'est quand même un sujet. Donc, c'est quand même des gens qui se retrouvent avec un congé parental qui n'est pas payé. Donc, ça veut dire quand même les femmes, souvent les femmes quand même, s'arrêtent de bosser, ou les pères, peu importe, mais... Enfin, il y a quand même un sujet politique en dessous. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations vraiment difficiles. Et même après, pour des bébés qui grandissent et qui deviennent des enfants, qui ont des soins particuliers de kiné, d'orthophoniste, etc., là encore, c'est souvent les mères en première ligne et c'est les mères qui triment. Mais on pourrait parler de ce sujet avec tous les bébés malades, etc. C'est absolument des bébés tragique. malades, on n'allonge pas le congé maternité ? Alors, on peut avoir 4 semaines de plus de congé pathologique, mais 4 semaines, c'est quoi sur plusieurs mois ? C'est que dalle. Donc, c'est quand même des situations concrètes qui peuvent être, pour des gens qui ont des moyens financiers limités, c'est-à-dire la majorité des gens, et ben c'est quand même extrêmement compliqué. Alors, bien sûr, il y a une assistante sociale dans tous les hôpitaux qui ont des unités de réanimation néonatale. Bien sûr, allez chez l'assistante sociale pour aller voir toutes les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Regardez SOS Préma officiel. SOS Préma, c'est génial, c'est une association absolument géniale. Là, pareil, allez voir, chercher tout ça. Mais de fait, il y a quand même une sorte de vide juridique où les gens se retrouvent vraiment dans la merde, quoi. Enfin, disons les mots. Et moi, ça me rend ouf. Du coup, pour pallier ce système qui paraît bien injuste, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un bébé prématuré qui naît dans notre entourage ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ? Et bien là, pour le coup, alors peut-être que ça va vexer les gens d'enfants prématurés, mais pour le coup, là, je pense que les doudous, les machins, etc., excusez-moi, mais là, c'est vraiment pas le sujet, quoi. Là, vraiment, une cagnotte, typiquement. Et puis après, les parents feront bien ce qu'ils veulent. Si ça leur permet de payer des soins qu'ils veulent, ou je sais pas quoi, souvent c'est évidemment pris en charge, mais pas toujours. Si c'est pour se faire des nuits, si c'est pour avoir du babysitting de qualité, etc. Mais là, pour moi, la cagnotte, c'est la cagnotte et les parents font bien ce qu'ils veulent avec, quoi. Et voilà, vraiment une cagnotte. Alors les gens me disent, oui, mais vous comprenez, Anna, si le bébé venait à décéder, mais au contraire, d'autant plus si ça leur permet de, je sais pas, de faire un voyage, de se retrouver à 2 en amoureux, etc. Mais tant mieux. Donc vraiment, parce que souvent il y a un truc, c'est que tout le monde est en suspension. Et d'ailleurs, je suis frappée de voir, parce que moi je croyais pas à mes patientes, qu'elles me disent, mais on me félicite jamais pour la naissance. Et c'est vrai que je regardais, je disais, non, arrêtez de montrer-moi les textos. Et effectivement, des textos, mais atroces. Parce que jamais on félicite les parents, jamais on leur dit bravo, jamais on leur dit rien. Parce que les gens savent pas quoi faire. Je comprends leur gêne, bien entendu. Donc, c'est des parents qui peuvent être félicités, qui ont le droit à des cadeaux de naissance, etc. C'est des parents comme les autres. Ils ont juste besoin de plus d'argent. Alors, pour moi, oui, vraiment. Merci Anna, merci pour tous ces conseils. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Tout sur elle est un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast. À la direction éditoriale, Christophe Caron. À la production éditoriale, Nina Pareja. À la réalisation et au montage, Johanna Lalonde. La musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benamou.